Alors, comment je vais faire? Vous vous rendez bien compte que faire 15 siècles en 1 heure et demie, c'est un sacré pari. Hein. Même pour un coureur de fond, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, vous allez, par moment, donc je vais faire des inserts. Je vais faire des inserts parce que l'on puisse revenir sur du passé, sur des points bien précis. Je pense par exemple à tout ce qui tourne autour de l'Église, parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même, vous vous en rendez bien compte, dans une coupure extrêmement forte au niveau société. Dans tout ce que je vais dire, pendant des siècles et des siècles, c'est l'Église qui était un petit peu je dirais, qui donnait la démarche et tout. Maintenant, vous voyez où on en est, c'est plus du tout pareil. Et puis, il y a des choses intéressantes. On fera pareil pour les pompiers. Et puis, je ferai aussi un insert sur faire un point. Donc, on fera un point sur 1889, hein, puisqu'on a des éléments assez importants. On ira jusqu'à la Deuxième Guerre. Et après, ça sera beaucoup plus léger. Hein, et on pourra discuter, échanger, etc. Mais, comme je vous dis, hein, c'est quand même c'est un pari qu'on fait ensemble hein, pour que vous passiez un après-midi constructif, agréable. Hein. Pour moi, ça sera agréable de toute façon. Hein. Et puis, on va y aller. Hein. On va y aller. Alors, est-ce que l'on peut imaginer Docelles allant au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle hein. On n'imagine pas beaucoup, c'est très difficile. Il y a véritablement, les forêts sont déjà là, il y en a beaucoup plus. Mais c'est aussi avec des animaux dont on a perdu l'habitude de voir, des ours, hein, puisqu'il y a les loups, il y a les renards, etc. Donc c'est un tout petit cercle d'habitants qui est venu ici et qui s'est mis certainement sur ce qu'on appelle le Tertre. Vous voyez la rue du Tertre derrière, là-bas. Hein, ou près de chez Madame Collin dans le temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit en hauteur, de façon à ce que les inondations ne viennent pas perturber la vie des gens. Et ça, si vous voulez, après, il va y arriver aussi les Romains hein, qui vont venir. Alors les Romains, ils étaient... quand on est au haut du bois, là-haut, hein, pour ceux qui connaissent, quand on est devant le monument aux morts des fusillés, hein, on se retourne et juste en face, à 200 ou 300 mètres, il y a encore des restes d'aqueduc. C'était l'aqueduc qui amenait l'eau depuis là-haut pour l'amener en passant. Alors vous voyez le travail, passer dans Docelles, Schléménil, pour aller jusqu'à Tanières là-bas. Hein, vous voyez. Donc ça fait quand même, avec les moyens de l'époque, moi je suis toujours émerveillé de voir comment, avec ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient, d'abord la direction, hein, suivre tout ça, hein, et puis faire les montages. Hein. Donc il reste encore des aqueducs là-haut. Hein. Et puis il va se passer quelque chose d'important, c'est la christianisation. L'évangélisation, elle va pénétrer doucement mais fermement. Hein. Avec qui? Avec des moines irlandais. Oui, les moines irlandais sont venus chez nous. Hein. Ça a été vraiment quelque chose de fort. Hein. Alors je pense surtout à Saint-Colomban. Alors, sur ceux qui connaissent Luxeuil, il faut aller voir la statue de Saint-Colomban. C'est une puissance extraordinaire qui en sort. Hein. Il est appuyé sur son bâton et il regarde vers le futur, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça prend. Et puis ici, donc, on a eu Saint-Valbert. Hein. Il y a encore à Luxeuil la grotte hein, où il vivait. Hein. C'est intéressant à aller visiter. Alors, ils vont s'installer ici. Ils vont s'installer, et c'est là que c'est important, parce que le nom de Docelles vient de là. Dominecelle, Docelle, cellule de Dieu. Vous voyez, véritablement, ce sont les moines qui nous ont créés. Hein. Ils vont mettre des dépendances, etc. Ils vont créer ce qu'on appelle des manses. Hein. Et les manses, eh bien, si vous voulez, on va le retrouver avec le Grand Mai, par exemple. Vous voyez, une déviation du mot, mais le Grand Mai qui existe toujours hein, en tant que lieu. Hein. Et ça va être véritablement le démarrage de Docelles.
Mais les prédicateurs étaient venus, bon, ils étaient quand même pacifiques, hein, c'était ça, mais derrière ça, il va y avoir malheureusement pas mal d'autres touristes, entre guillemets, de l'époque qui vont venir. Hein. Il va y avoir les grandes cohortes des Huns en 910, ils vont piller les Vosges complètement. Hein. Comme c'était à peine fini que les Hongrois arrivent derrière en 920. Et puis, il y a quelque chose à ce moment-là qui est très très fort et que certains peut-être ont entendu quand se présentait l'an 2000. Il y a eu la peur de l'an 1000. Alors la peur de l'an 1000, c'était vraiment dans les esprits, c'était quelque chose de très très fort. Hein. Et en plus, il y a une famine qui s'installe, parce qu'on ne connaissait pas les tubercules qu'on a maintenant, hein, c'était tout ça. Hein. Et puis donc, cette vieille croyance, quand va arriver l'an 1000, eh bien, on va passer 1000 plus une journée, 1000 plus 2 jours, et on s'aperçoit qu'on peut continuer. Mais ça fait rire, ça fait pas rire. Mais l'an 2000, ça a été pareil pour certaines sectes qui avaient prôné que c'était la fin du monde qui allait arriver. Et bon, la vie va se passer, hein, toujours facile, pas pour tout le monde, parce que il y avait les rigueurs de la féodalité. Et ça, c'est important pour nous, ce que je veux dire, parce que Docelles appartenait aux abbesses de Remiremont. Ce qui fait qu'on n'avait pas le poids de la féodalité sur nous. Tout se passait par les abbesses. Notamment, vous verrez plus tard un exemple, quand l'usine de Vrechamp brûle en 1789, elle est remontée il y a quelques mois à l'époque, parce que ce sont les abbesses qui tout de suite donnent le bois, donnent tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous voyez, c'est quand même important. Et puis, monsieur le médecin, il y avait une matrone ici. Vous vous rendez compte, une matrone qui était élue par les femmes. Une matrone élue par les femmes au Moyen-Âge. Vous voyez, quand même, il y avait des choses quand même déjà qui étaient importantes. Et elle s'occupait, bon, c'était surtout pour tout ce qui était accouchement, etc. etc. Autre terreur, 1066, on annonce le passage d'une comète. Ah, les comètes, c'est le signe du diable. Hein. Donc, mais on regarde, on la laisse passer, elle passe, c'est bien, c'est fini. Hein. Il manque la nourriture qui recommence encore une fois à manquer. En 1070, on a véritablement des grosses famines. Plus le seigle ergoté, hein, qui donne ce qu'on appelle le feu sacré. Hein. C'est pas fini. 1077, il y a un tel froid qui s'installe pendant des mois qu'il entraîne de nouveau une famine. Alors, il fallait être costaud à l'époque, hein, pour tenir tout ça. Hein. La terre est gelée, on ne peut pas faire d'inhumation. Et les loups rôdent autour des maisons, ils cherchent aussi, ils sont en recherche de pâture. 1078, c'est la guerre d'Épinal. Et ça vient jusqu'ici. Ça ruine les environs par le pillage. 1080, ce qu'on a connu en 2000, à Noël, une tempête affreuse qui a renversé les forêts et les édifices, déjà. Vous voyez, 1080, 2000. Hein. En 81, vous voyez, mais ça succède. Hein. La grêle, suivie d'une canicule. Alors vous voyez, il y avait déjà la canicule. On n'a pas la température, mais bon. Hein. Et ça entraîne vraiment des gros problèmes pour les cultures. Hein. On va passer 2 siècles, et en 1251, il y a le comte de Vaudémont, qui a mis à feu et à sang les environs de Bruyères. Parce que, non, vous voyez, c'est toujours extrêmement cruel, hein, fort. Hein. Comme on repasse un siècle, et là, c'est la peste. Alors la peste, là, à l'époque, il fallait... Alors, c'est pour ça que vous voyez sur Épinal des lieux-dits où on mettait les gens qui étaient touchés par la peste. En 1435, on nous dit qu'il y a eu des nouvelles bandes de pillards, hein, dans les Vosges. Ça s'appelait les écorcheurs. Et ils ont été pris à Cerqueur et ils ont été, entre guillemets, grillés vifs. Alors je ne vous dis pas, hein, bon, hein, comme je vous dis, hein, les conditions de vie étaient terribles. Hein, n'étaient pas terribles. Alors, quand même, vous dire que sur le village, les organisations, déjà à l'époque, il y avait de la pâture, hein, de la veine pâture et tout ça. Donc, il y avait des bergers, hein, qui gardaient les animaux. Je voudrais vous en donner 2.
Il y avait là-bas, à l'entrée de Docelles, où habite maintenant Madame Aumonté, c'était qu'on appelle Paquis d'ailleurs. Hein. Le nom était resté le Paquis. Mais je vous invite aussi, quand vous promenez, monter par la vieille route de Xamontaru, par ce qu'on appelle le parapluie. Alors pour les gens qui ne sont pas d'ici, le parapluie c'était un gros chêne, hein, c'est ça, Henri hein, oui, un énorme chêne où il fallait être combien pour faire le tour? Oui, il fallait être 4 ou 5. Hein, Jean hein, c'était énorme, hein, c'était énorme le parapluie, hein, c'était énorme. Il est tombé attends, bon, le 7 septembre 1957, exactement. Le 7 septembre 1957. Donc, quand vous allez par là, juste un peu avant, sur la droite, il y a un chemin qui va qui monte hein, dans la forêt. Et là, vous retrouverez encore des restes de ces bergers. Hein. Il y a des tables de bergers en pierre. Et puis, il y a encore les restes de petites huttes qu'ils avaient montées en bois et en pierre. Donc, c'est vraiment intéressant en se baladant, en allant vers les hauts, là-haut. C'est vraiment intéressant. On continue parce que c'est là qu'il va y avoir le grand tournant, 15e siècle. Qu'est-ce que c'est le 15e siècle? Eh bien, c'est l'arrivée cette fois-ci des papeteries, des moulins à papier. Alors imaginez, jusque-là, dans ce que je vous ai dit, on parle beaucoup d'agriculture. Hein. Les gens, c'est simplement d'agriculture pour vivre, hein, pour manger. Mais regardez, c'est comme là, si je me tais, il n'y a plus de bruit. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on entendait? On entendait un peu des bruits de village, mais très, très courts. Et puis on entendait aussi les oiseaux, la nature, etc. Et ce qui arrive en 1470, au Grand Mai, là-bas, qu'est-ce qui arrive? Il arrive le premier moulin à papier. Alors, vous imaginez, le moulin à papier à l'époque, c'est avec des battoirs, hein, il y a 4 battoirs par cuve, hein, et c'est un bruit qui arrive, nouveau bruit qui arrive, le premier bruit mécanique. Il va être suivi, en 1472, hein, le Grand Mai, hein, c'est la première, hein, c'est la première. Elle sera démontée. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est là qu'il y a l'intelligence des gens à l'époque aussi. Vous pensez bien que, je vous ai parlé d'agriculture, ça veut dire aussi que l'eau, elle servait à l'agriculture. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un moulin à papier, eh bien, il faut de l'eau, pour faire tourner la roue, hein, et 2, pour la qualité du papier. Hein, il y a des papetiers, là, vous le savez bien, beaucoup mieux que moi encore. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir imaginer qu'on puisse travailler ensemble. Vous voyez déjà aujourd'hui, c'est marrant, tu vois, on parle aujourd'hui de l'utilisation d'une manière sensée de l'eau, hein, qu'elle soit bien partagée. Et déjà à l'époque, nos ancêtres, ils ont su partager l'eau. Ils ont su. Et quand on se promène là-bas du côté quand on va vers le Boulet là-bas, hein, si on regarde dans le petit bois où il y avait les deux anciennes papeteries, la petite et la grande Bernie, vous allez voir, hein, si vous êtes curieux, eh bien, il y a des endroits encore où on voit justement ces canaux qui existent. Et il y avait ensemble, ils se mettaient d'accord pour un jour on fermait là, après on fermait là, etc. Rappelez-vous simplement d'une chose, c'est que, pour ceux avec qui j'ai déjà parlé papier, le papier à l'époque, c'est vraiment... c'est la météo qui va faire le papier. Hein. S'il pleut, s'il pleut trop, on n'en fait pas, il y a trop d'eau. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas en faire. S'il gèle, on ne peut pas coller, etc. etc. Hein. Bon. Et donc, on va avoir ces premiers moulins à papier hein, qui vont arriver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je reviens toujours à mon monde d'avant, le monde de l'agriculture, de la culture. Hein, et il va falloir, pour faire marcher les moulins à papier, il va falloir des gens. Hein, ça ne veut pas comme ça. Donc on va avoir un transfert d'une certaine partie de ces paysans vers le monde, disons, moderne, industriel. Hein, et ça donne des équilibres. Mais on va essayer de trouver autre chose. On va les compenser par des populations étrangères, entre guillemets.
Alors vous allez avoir des Italiens. Alors vous voyez, à l'époque, les Alsaciens sont des étrangers aussi. Hein, bon. Des Suisses et des Allemands. Hein. Mais alors, ils étaient quand même, vous savez, c'était malin. Hein. Vous savez, tu sais, les maires de l'époque, il y avait déjà un maire. Ils étaient futés parce que ceux qui passaient, que faisaient passer, payaient une taxe. Taxés. Mais ceux qui s'engageaient et qui mariaient une fille sur le coin, ils n'avaient plus de taxes. Hein? Vous voyez, quand même, à travers l'argent, tout ça, on peut. Hein? On peut. Hein? Alors, vous voyez, bon, les papeteries, hein, le XVe siècle, ça a été vraiment une bonne époque. Et puis, en Lorraine, mais aussi chez nous, hein, la paix était revenue un peu. Là, la paix était revenue. Et puis, les ducs de Lorraine voulaient vraiment développer tout ce qui était industrie, etc. Hein. Donc, bon, je ne vais pas vous en donner tous les détails, mais c'était quand même un point important. C'était une renaissance. Oui. Simplement, pour les papeteries, quelques mots. La première, c'est le Grand Mai, hein, donc Bouchères, là-bas. Hein, je dis bien Bouchères. Hein. Le deuxième, c'était Vrechamp. Alors, Vrechamp, c'est intéressant, parce que quand vous vous baladez, vous passez à côté, là-bas, mais vous ne vous apercevez pas qu'il y a encore plein de vestiges de Vrechamp. La grosse maison, les maisons à côté, la belle maison de maître, là, où il y avait le patron Claudel qui habitait là. Hein. Tout ça, c'est encore la vieille. Et puis, pour nous, on a connu, il y en a beaucoup ici qui ont connu le séchoir, les grands séchoirs qu'il y avait. C'est dommage que, ça serait aujourd'hui, on ne pourrait plus les démonter, les séchoirs. On pourrait plus, il faudrait les garder comme patrimoine, parce que c'est à peu près les seuls qui restaient dans le coin. J'ai encore connu la cheminée. La cheminée, elle est tombée vers 46. Oui. 45-46. Ah oui. La cheminée, oui. Vrechamp, donc après... Oui. Après, il y a eu la petite Bernie. Alors, la petite Bernie, la grande Bernie, c'est quand on va sur le Boulet, là-bas, dans la prairie. Hein. Alors, la petite Bernie, elle a terminé vers le 16e, la fin du 16e. Le Neuf Moulins, il a terminé à la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans a quand même fait beaucoup de mal. Hein, beaucoup de mal. Et puis, en dernier, donc, c'est l'ANA, hein, 1590, hein, que tout le monde connaît. Hein. Alors, vous voyez ce que ça a amené. Ça a amené des changements au point de vue de la population. Ça a amené des changements. D'un coup, il va falloir des transports. Il va falloir des transports, parce que le papier, il faut bien... il faut de la matière première. Matière première, qu'est-ce qu'il faut à l'époque? Des chiffons. Hein, des chiffons. Et les chiffons, ils viennent d'un peu partout. Hein. Et puis, il va falloir aussi vendre la camelote. Hein. Et Docel est connu pour aller vendre jusqu'à... dans le coin, bien entendu, Nancy et tout, mais ça va jusque Paris, ça va à Orléans, ça va aussi jusque l'Allemagne de l'époque, hein, la Hollande. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est tout des trafics. Ça veut dire aussi que dans les moulins à papier, qu'on appellera papellerie et après papier, il y a aussi des fermes. Alors, on a connu la ferme chez Bouchères. Hein. Vous avez connu la ferme de Bouchères, ceux qui sont d'ici. Hein. Il y avait quand même les vaches, et puis il y avait des chevaux. Hein. C'était M. Grisval qui s'occupait de tout ça. Le père Grisval. Le père Grisval, oui. Hein. Et puis, il va y avoir tout ça. Donc, si vous voulez, il y a toute une vie qui se met en place à partir de là, et qui bouleverse complètement ce qui était établi auparavant. Hein. On va chercher pour faire la colle, pour coller le papier, on va chercher la colle à Metz. Hein. Et la colle, vous savez qu'on faisait ça avec des rognures, enfin, c'était franchement... il ne fallait pas faire prendre ça pour le pot-au-feu, mesdames. Hein. Non. Ça n'aurait pas été too much, hein, too much. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Et puis donc, on a les grandes familles papetières qui vont s'installer. Hein. Kranz, là, qui est connu, hein, et puis les descendants de Kranz. Je remercie d'ailleurs la famille Thomas d'avoir prêté beaucoup des documents intéressants, hein, c'est vraiment toujours merci. On chemine tout doucement. Hein. Bon, on a la guerre de 30 ans. Alors là, la guerre de 30 ans, vous voyez, qui n'a pas entendu parler du Suédois ici? Hein? Parce que dans la mémoire collective, la guerre de 30 ans, on pense aux Suédois. Alors qu'il y avait les Français contre nous. Et heureusement que Turenne nous a donné
comment il nous a fait une lettre pour faire que Docelles ne soit pas complètement détruit. Hein. Mais si vous à le village d'à côté, Tendon, il restait un feu, une maison. Hein. La papeterie là-bas du Grand Mai, elle a été touchée aussi, hein, parce qu'elle mettra plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir revivre. Hein. Parce que vous savez, à l'époque, hein, la guerre c'est facile, hein, la soldatesque, elle vit sur le territoire. Hein. Alors, je vous ai dit, hein, la Bernie, ça sera fini, les deux, hein, malheureusement. Hein. Et puis, les habitants vont essayer de revenir quand même après le passage de ces gens-là, hein, malgré les atrocités. Alors, c'est vrai que l'on voit beaucoup Callot, hein, les dessins de Callot, hein, sur les misères de la guerre de 30 ans. Hein. Les habitants vont revenir, je vous ai dit, c'est bien dessiné. Sur le mont du Parois. Alors, le mont de Parois, c'est le mont là où il y a le château sur Perle. Hein, château sur Perle. On en parlera un petit peu des perles aussi. Hein. Il est en ruine aussi, hein, il a été détruit. Hein. Et puis, bon, comme vous pouvez bien s'en penser, l'agriculture locale, elle a souffert aussi. Hein. Elle a souffert aussi. Hein. Mais les gens vont s'attacher à remonter les moulins. Hein, c'est Guérin au Grand Mai, et puis Claude Gérard. Hein. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez une idée du nombre d'habitants après la guerre de 30 ans? 50. Pardon? 50? C'est ce que je viens de dire. Ouais. Il y avait 6 feux. Non, il y avait 82. Un feu? 82 habitants qui restaient, mais C'était 6 feux. On part de 800. Avant que les Suédois arrivent, il y en avait 800. On se retrouve à 82. Quand on regarde la courbe de la population, c'est effarant de voir d'un coup comme un à pic. Hein, ça tombe d'un coup. Hein, ça tombe d'un coup. C'est vraiment. Alors vous voyez un peu, hein, il n'y a plus. Et puis c'est l'époque aussi. Un autre fléau, j'appellerais ça fléau, mais parce que ça a fait du mal, c'est la sorcellerie. Ah, la sorcellerie. On en a eu à Docelles. On en a eu. On a eu ce qu'il fallait. Hein, la gros-motte. Hein, il y en a une qui habitait au bout du pont, là-bas. Hein, au bout du pont. Elle n'y a plus, hein, vous en faites pas. Il vaut mieux le dire parce que... Alors, on en a brûlé quelques-unes, comme ça. Alors, c'était toujours pareil. Hein, elles étaient prises, on les emmenait à l'église, et puis après, on les amenait passer une nuit au-dessus de Saint-Étienne-les-Remiremont, là. Comment? Au Saint-Mont, oui. Saint-Mont. Et puis après, on les brûlait, quoi. Bon, c'est une façon de trouver une autre énergie. Mais il y en a quelques-unes quand même qui ont, puisqu'elles se sont repenties et tout, donc on les amenait à Besançon. Et puis là, il y avait toute une messe qui était organisée autour, et quand elles revenaient, c'était fini, c'était plus sorcière, c'était clair, et c'était bien. Hein, c'était bien. Bon. La Dame Maurice, hein, c'était la fameuse Dame Maurice ici qui est venue. Hein. Il y a aussi, à Docelles, il y a aussi, alors en 1676, il y a la création de la confrérie des papetiers. C'est la première. Hein, c'est la première. Et la création de la fête de Saint-Antoine, puisque la fête de Saint-Antoine, c'est le patron des papetiers vosgiens. Là, c'était tombé en désuétude jusqu'en 1847, et puis après, ça s'est recommencé. On l'a connu aussi, ça. Hein. Et puis, quelque chose d'important, les foires. Hein. Les foires, elles ont été créées par décret le 24 février 1669, et les foires, c'était tous le 4e lundi du mois. Hein. Donc, elles étaient sur toute la rue, ici. Rappelons-nous aussi qu'il y avait, à l'époque, il y avait aussi les foires de bestiaux. Hein. Donc, si vous allez derrière l'église, vous verrez, il y a encore les bornes. Et il y en a quelques-unes encore qui ont les anneaux, hein, pour attacher les bêtes. Et puis la foire aux cochons, donc c'était ce que j'appelle le paquis là-bas. Hein. Oui, le paquis, où il y a là-bas, où il y avait le bistrot Les Bons Amis en face. Hein, oui, c'est ça. Oui.
Ah ben il y avait beaucoup de monde, hein, où habite Claudie Laumonté maintenant. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis, on va aller maintenant à une partie un peu plus moderne. Hein. Alors les perles, on va parler un peu des perles. Qui n'en a jamais entendu parler? Madame, au fond. Bon. Tout le monde a entendu parler des perles? Non. Non, et attention, hein, parce qu'on contrôle. Hein. Ah, c'est une belle histoire, les perles de Vologne. C'est vraiment une belle histoire. Ça fait rêver, vous voyez. Les perles. Il y a même un curé de Champ-le-Duc qui a fait une poésie entière dessus, sur les perles de Vologne. Hein. Ce brave curé est devenu d'ailleurs évêque après. Hein. Mais c'est pas à cause des perles. Hein. Non, hein, et là, si vous voulez, 16e, 17e, 18e siècle, dans le Neuné, donc plus haut, là-haut, et puis dans la Vologne, hein, et même dans le Barbat, on trouvait des perles. Alors, il y en a une en mairie encore, qui est soigneusement conservée. Alors, ne faut pas vous imaginer des perles avec un orient extraordinaire ou une eau extraordinaire. Hein. Elles sont plutôt grisâtres, mais elles étaient extrêmement convoitées par la cour de Lorraine et même par la reine. Hein. Ce qui fait qu'il y a eu à un moment un grand collier qui a été offert à la duchesse de Lorraine, et c'était un collier avec un rang de 3 perles, 3 rangs de perles. Vous voyez, il en fallait déjà. En sachant que pour trouver une perle, il faut à peu près ouvrir entre 700 et 800 coquillages. Hein. Donc vous voyez, il en faut. Hein. Mais à l'époque, ce qu'on nous dit aussi, c'est que elles pouvaient être sur 1 mètre d'épaisseur, les unes sur les autres. C'est fantastique. Ce qui fait qu'ils allaient, attirés par le profit aussi, les gens y allaient au crochet. Hein, donc ça a commencé aussi à aller. Alors ce qui fait que le roi et puis le duc de Lorraine, ils ont pris une décision, c'était de créer un poste, si vous voulez, pour les garder. Hein. Non loin du Pont des Fées de Gérardmer se trouve le lieu délicieux dit les Perles de la Vologne, dont le nom rappelle l'antique légende. C'est là que Vénus, en se baignant, fit naître les perles, jadis si célèbres, et chantées par les poètes et les historiens parmi les merveilles de la Vosges. Voltaire, en 1530, Jean Rhuire, en 1626, cite et loue ces joyaux indigènes dont le Neuné, au dire de Don Calmet, semble être pavé. Jean-Claude Sommier, curé de Champs, leur consacre une pièce de vers faite en 1702. Les fêtes d'Ali-Chapelle, et Philippe-Antoine de Chesnel, seigneur du Château-sur-Perle, entre Docelles et Cheny-Ménil, en fait l'éloge dans la Cinti-Perléiade, poème épique en 8 chants et 3300 vers. Les perles de la Vologne ornaient, dit-on, la couronne ducale des souverains lorrains, et ceux-ci s'en réservaient jalousement la pêche. Un document de 1784 nous apprend que Nicolas Pierron, de Fiménil, jouit de certains privilèges en considération des services qu'il rend depuis 30 ans en qualité de garde des perles de la Vologne. On en offrait aux plus grands personnages. La duchesse de Lorraine, femme de Léopold Ier, en possédait un magnifique collier et des pendants d'oreilles. Mesdames de France, Adélaïde et Victoire, en reçurent lors d'un voyage à Plombières. L'impératrice Joséphine tenta même d'acclimater le mollusque perlier de la Vologne, la mulette allongée, dans les étangs de la Malmaison. On attachait alors un grand prix à ces bijoux locaux. Il y en avait presque toujours dans la corbeille d'une mariée. On n'aimait pas à s'en dessaisir, et il faisait partie de la succession de famille. Les perles de la Vologne, que l'on n'y trouve plus, du reste, qu'après le confluent de Neuné, se raréfient. Si elles possèdent encore un bel orient, elles meurent vite. Leur vogue est aujourd'hui passée.
On peut en voir toutefois en 1932 dans un stand de la deuxième foire exposition de la ville de Saint-Dié. Alors le château sur Perle, il faut enlever de notre tête, il ne s'appelle pas château sur Perle parce qu'il y avait des perles là-haut. Hein. Il s'appelle château sur Perle parce qu'à l'époque, quand on parle de la Vologne aussi, on parle de la rivière Perle. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc ce qui a introduit une confusion dans les esprits. Alors si vous voulez, le 18e, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est notamment l'église. Hein. Alors on va refaire l'église au 18e. On va la refaire parce qu'il a fallu déjà refaire les toitures en 1676, 83, 85. Elle devenait trop petite, vous voyez bien, hein, avec tout ce qui arrivait comme population pour les papeteries. Hein, donc, et là, il y a un grand bonhomme, hein, c'est l'abbé de Moncey. Hein, le Moncey existe toujours. Hein, et ils vont reconstruire l'église. Hein, et il faut quand même que vous sachiez que c'est une des plus grosses du coin, l'église de Docelles. Il y a 10 fenêtres à l'église de Docelles. Et si vous avez regardé, si vous avez conservé le bulletin que nous faisons au niveau du conseil départemental, dedans, il y a 2 pages centrales qui sont faites pour expliquer notamment le vitrail de l'église. Le vitrail qui a trait au papetier, l'histoire papetière. C'est le seul vitrail en Europe qui existe comme ça. Donc, les vitraux. Alors, les bancs. Donc on va mettre des bancs en plus. Parce que jusque-là, il n'y a pas de bancs dans les églises. On est debout. On est debout. Et on va mettre des bancs. Alors, les hommes du côté de l'évangile et les femmes du côté de l'épître. Hein, comme ça. Alors, vous voyez, l'épître, c'est quand même un peu moins que l'évangile. Hein, bon. Hein, bon. Et il faut voir, alors, quand je disais tout à l'heure que ça fait... Excusez-moi, monsieur le curé, hein, mais bon. Hein, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire, oui. Non, mais si vous permettez, on va essayer de se remettre un tout petit peu de ce que c'était l'Église à cette époque-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même elle qui organisait quasiment la vie sociale, hein, dans les villages. Hein. Il y avait les processions. Hein. Alors on a tous connu les processions. Hein. On faisait le tour du village. C'était une époque où je salue Henri parce que c'était mon chef d'enfant de chœur. Si, c'est vrai. C'était le préfet. Et dans la salle, vous avez 3 préfets d'enfants de chœur. Jean, tu peux lever la main. Tu as été préfet après Henri. Si, c'est vrai, mais vous voyez, quand on était au catéchisme, on était repérés, hein, et moi je suis arrivé, j'avais 7 ans, et j'étais ce qu'on appelle pot de fleurs. J'étais au bout. Et Henri, qui était le chef, il avait lui, alors là, le truc invraisemblable à l'époque, mais c'était le claquoir. Le claquoir. Debout, assis, à genoux, machin, et le claquoir. Ouais. On avait dans les mains une force terrible pour pouvoir manipuler les foules. Oui, c'était un livre en bois. Oui. Oui. Et on était à l'époque, hein, je parle pour vous, on était 24 enfants de chœur.
L'abbé Aoui adorait ses enfants de chœur. Hein. On avait des tenues superbes. Tenues superbes. Oui. On avait des tenues superbes. Hein. C'était violacé, violette, tout c'était magnifique. Tiens, on y retournerait bien. Hein. Non, mais je le dis parce que vous voyez, il n'y a plus d'enfants de chœur maintenant. Vous voyez, c'est fini tout ça. Hein. Enterrement en noir. Hein. Avec cet énorme catafalque qui foutait la trouille, là, un machin de 3 mètres de haut. C'était. Il y a eu aussi, si vous voulez, quand je parle de ça, il y a eu, le rosaire. Hein. Alors le rosaire avec Madame Grandjean notamment, hein, c'était elle qui portait la bannière du rosaire. Il fallait pas qu'il soit quelqu'un d'autre. Hein. C'était elle et puis les autres derrière. Hein. Alors le problème quand on a des enfants de chœur, rappelez-vous, hein, c'est quand on passait dans la grande allée, il y avait encore les luminaires qui descendaient très bas, et la hantise c'était de s'accrocher dans le luminaire, hein, avec la croix. Hein. Vous voyez, mais ça cimentait des gens. Hein, il y a eu la Vierge de Boulogne en 1947. Alors il y a eu 7 Vierges de Boulogne qui se promenaient dans la France. Et ici, donc, elle est arrivée, vous me dites hein, si je me trompe, hein, elle est arrivée de Tendon, elle venait de Tauly, Tendon. Il y a eu, alors qui l'a porté? Il y a eu Max Villet qui a dû la porter. Il y a eu monsieur... Oh, je ne sais plus encore, ça me reviendra. Mais enfin, c'est pas important. Et on jetait des sous dans la... Alors, c'est une vierge, elle était dans une barque. Hein, et on jetait de la monnaie, c'était pour la reconstruction de la France. Hein. Bon, il y a eu des drôles d'histoires là-dessus. Ouais. Bon. Et puis, ici, profitons-en pour parler des sœurs. Hein. On avait les sœurs de la Providence qui étaient là où maintenant, près de chez Bernard Safer, dans les coins là. Hein. Il y avait les sœurs de la Providence, là, qui étaient là. Alors, elles avaient eu des rôles, elles, au niveau des écoles. Hein. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est que la plupart avaient quand même été infirmières, entre guillemets, un peu. Donc elles apportaient les premiers soins, elles faisaient les soins, etc. C'était elles qui, un peu moins gays, qui faisaient les toilettes mortuaires. Enfin, on les trouvait quand même beaucoup. Elles ont été comment... elles sont parties, hein, parce que... C'était la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne? Oui, la Providence, c'était Achille Bénil. Je me permets de... Ah ben c'est bien, oui. Mais c'est un détail... Oui, non, mais c'est bien. Mais, les sœurs, elles ont péché, mes frères. Regarde-t-il pas qu'en 1860, une sœur, c'est le suspense, hein, une sœur défroque. Ça, c'était grave. Et pourquoi faire? Allez-vous me dire, oui. Eh bien, parce qu'elle allait se marier avec un cabaretier de Docelles qui avait 3 gosses. Donc, elle passait de l'église au cabaret. Vous voyez un peu le scandale à l'époque. Ça a remué Docelles complètement. Ça a remué Docelles totalement. Hein? Je n'ai pas amené ce que... Mais il y a des textes qui sont fabuleux. Fabuleux. On a du mal à y penser maintenant. Hein? On a du mal à y penser. Les vêpres. Il y avait les vêpres à l'époque. Un bel après-midi d'octobre 1786, les gens sont aux vêpres, parce que tout le monde allait aux vêpres. Hein, ça, c'était, Et d'un coup, juste au moment où le prêtre allait donner sa dernière bénédiction, il y en a un qui se lève et qui met 2 grandes baffes à son voisin. Et pourquoi? Parce qu'il dormait. Il s'était endormi aux vêpres et l'autre avait mis 2 grandes baffes. Et vous savez qu'il a fallu... C'est pas le curé qui a dû régler l'histoire. C'est le maire. Hein? Alors vous voyez, les petites histoires, il y en a eu tellement. Hein? Bon, je vous ai parlé de l'église, hein, voilà. Hein. Et puis, donc, vous voyez, peu à peu, on achemine. Maintenant, alors, on va quitter tout ce qui était religion. Hein, c'est fini, ça. Hein.
Et puis, bon, les orgues sont arrivés un peu après, 1752. Il y a la Révolution. Et la Révolution, ça va être quelque chose d'assez lourd pour nous. Alors, du positif, c'est pour les papeteries. Pour les papeteries, parce que la Nouvelle République a besoin de faire connaître ses édits, etc. Donc, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de papier. Mais, il n'y a plus assez de chiffons. Parce que les chiffons, où est-ce qu'ils vont, les chiffons? Eh bien, ils partent avec les armées de la République, quelque part en Allemagne, quelque part en Autriche, etc. Et on a un texte fabuleux de la part de notre grand papetier, M. Kranz, qui a écrit à la Constituante en disant, écoutez, deux choses. Il ne faut plus donner de charpie, ça appelait ça de charpie, aux armées, qui se débrouillent là-bas, ils se débrouilleront bien. Et puis, chez nous, on n'enterre plus avec des linceuils. Donnez-nous plutôt le tissu. Bon, ça n'a pas marché. Alors, ils ont essayé une chose à l'époque, c'est que, voyant qu'on ne pouvait plus avoir assez de chiffons, il y a eu, vous voyez comment est fait le château sur Perle là-bas, la petite colline là. Eh bien, il y avait des murs qui poussaient là, des mûriers. Et quelque part, on se rappelait que, on ne sait pas trop comment, mais avec des mûriers, on pouvait faire du papier. Bon, il y a eu des essais, mais alors il y a eu 4000 feuilles qui ont été faites, mais c'était impossible. Elles étaient trouées, ça ne tenait pas, etc. Donc, c'est pour la petite histoire, ça. Mais, en plus, il y a des ouvriers qui sont enrôlés dans les armées de la République. Et puis, le gros scandale, c'est que le curé de l'époque a prêté serment à la République. Et là, si vous voulez, ça a eu des grosses implications, parce qu'on a changé la cure de place. Il y avait un curé intrus, on appelait ça un curé intrus, Nicose, qui rappelait un petit peu que beaucoup de gens ici étaient contre la Révolution, n'aimaient pas les principes, etc. Il y avait des messes qui étaient faites, mais en loose day, dans des granges, des choses comme ça, avec les curés qui n'avaient pas du tout prêté à la Révolution. Et bon, voilà quoi. Et ça, il va falloir attendre la Restauration pour que ça revienne un petit peu mieux. Mais la cure avait changé de place. La cure avait changé de place. C'est ça qui... voilà. On va arriver tout doucement au XIXe siècle. Comme je vous ai dit, l'Empire. L'Empire qui va suivre, je n'ai pas dit, parce que l'Empire va suivre les révolutions. Et vraiment, il y a des commandes très importantes qui sont faites pour les papeteries. Toujours pareil, Napoléon a besoin de faire connaître tout ce qu'il fait. Il y a des marchés qui sont passés avec l'administration des timbres. Et puis, on a 7 Daucellois qui vont combattre avec Napoléon et qui auront droit, sous le Second Empire, ils auront droit à une distinction qui s'appelle la médaille de Sainte-Hélène. Donc on en a 7 qu'on a pu reconnaître. La commune, il y a quand même une explosion dans la croissance de la commune. Bon, alors je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des destructions, la destruction du pont qui était bâti pour Vrechamp. Il y en a un autre en 1828 qui est emporté par les eaux et les glaces. Vous voyez, déjà, il y a aussi des choses comme ça. Je pensais l'autre jour, parce qu'on viendra après là-dessus, avant le chemin de fer, on se baladait en diligence. On était en diligence. Alors, il y avait Bernard n'est pas là, mais là où vous habitez, Sandrine, il y avait des relais. Il y avait des relais de diligence, là, pour les chevaux, pour les hommes, etc. Et donc, pour vous donner une idée, la route n'était pas du tout comme ça. La route 21, ça s'appelait la route 21, qui allait à Gérardmer, mais elle ne passait pas là. Les diligences, quand elles arrivaient d'Ouroulier. Elles descendaient devant au moment maintenant où il y a la scie, là. Elles descendaient par là pour reprendre.
Et rappelle-toi, Jean, quand on était môme, il y avait en bas, de près de chez nous, il y avait encore des panneaux, des gros poteaux en fonte, et le roulier est indiqué par le petit chemin. Par le petit chemin. Vous voyez, c'est quand même... vous voyez, c'est pas si loin, hein, c'est pas si loin. Hein. Et puis, comment le machinisme, bon, il va apparaître, hein, ça c'est... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Le développement, ben, qu'est-ce qu'il va faire le développement? Vous voyez, les habitants, il y en a de plus en plus. On va commencer à créer des cités. Hein. Donc, les cités... Alors, il y a les cités de Vrechamp, là-bas, qui n'existent plus maintenant, hein, la grande cité. Il y avait 2 cités à Lana, hein, qui, pareil, bon, qu'on a connues, mais qui n'existent plus non plus. Hein. Et puis, mais vous savez, les cités de Lana, vous dites si je me trompe, je me souviens, j'ai un souvenir que la cuisine était encore en terre battue à l'époque. Elle était en terre battue. C'était pas du tout... Et puis, il y a eu les cités bouchères, hein, dont la dernière tranche n'avait jamais été faite parce que la guerre de 14 a été déclarée. A été déclarée. Et on va un petit insert sur les pompiers. Les pompiers ont été créés en 1856 ici. Donc vous voyez, c'est... Mais avant, vous pensez bien que le feu a toujours été une menace. Hein. On le voit dans les textes qui existent, etc. Et j'ai retrouvé un texte de 1752 qui nous apprend l'existence des gardes de cabaret, de feu et de lanternes et de fours. De crainte qu'on ait mis le feu en faisant sécher du chanvre. Alors ça veut donc dire qu'il devait y avoir quand même une culture du chanvre qui devait être importante. Hein. Donc vous voyez, on ne trouve pas véritablement de travaux de témoignages concernant la lutte contre l'incendie. Il y avait les seaux, hein. Il y avait les seaux pour pouvoir, et puis voilà. Hein. Alors pour ceux qui s'en rappellent, on avait la cabane des pompiers qui était près de l'église là-bas. Hein. Et qui a été transformé, qui a été reparti là-bas, où il y avait l'ancienne caserne qui est au bord du Barba. Hein. Alors le corps constitué, et c'est important, il a été en 56, et le maire Boucher précise que... Alors, vous voyez bien, les pompiers à l'époque, hein, il précise que le but de la compagnie est de veiller à l'ordre public, de porter les secours nécessaires en cas d'incendie ou d'autres sinistres, hein, et de veiller à la conservation des récoltes contre le pillage. Oui, mais attends, tu vas voir, tu n'es pas loin de ça. Tu n'es pas loin parce que le matériel contre le feu, c'est 4 pompes, dont une portative, un train d'échelle, un train de seau, et fusil et baïonnette, sabre et fourreau, ceinture, et seulement après, casquette d'incendie, blouse et pantalon. Vous voyez un peu comme c'est devenu, hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et les manœuvres elles sont faites exactement, quand on dit les manœuvres, c'est comme militaire. Hein, c'est vraiment... Alors en 1943, cette fois-ci, on fait un grand bond. Ils étaient 17 sapeurs-pompiers sur les ordres du sous-lieutenant Schoffel. Hein. Et les pompiers étaient affectés à la défense passive, comme souvent dans tout le monde. Il y a un pompier qui a été gratifié d'une prime pour courage et dévouement lors d'un incendie en 1862. Il y a une lettre de M. Kranz qui remercie les sapeurs-pompiers de la promptitude avec laquelle ils ont agi pour éteindre l'incendie dans une féculerie. Mais en 1859, le conseil municipal, le 29 juillet, on n'y était pas, nous, hein, on s'aperçoit que les pompiers n'ont pas d'échelle. Bon. C'est un peu la chanson, qu'est-ce qu'on a fait bon, hein. Vous voyez un peu, tout est dans tout, hein, tout est dans tout. Alors les voies de communication. Les voies de communication. Ça c'est important, c'est les voies de communication. Parce que là on touche quelque chose qui va bouleverser une nouvelle fois le village et toute la vallée, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer. Hein. Et là, le chemin de fer, il est créé en 1869. Il y a 2 voies, alors qu'il n'y en a plus qu'une qui reste maintenant. Hein. Alors, on dit aujourd'hui les bagarres qu'il y a pour les terrains. Bon, mais à l'époque, quand il a fallu faire les études, où passerait le chemin de fer? Et s'il passe dans mon terrain? Et qu'est-ce qu'on va me donner à la place? Écoutez, il y a des piles entières de documents, hein,
où on est en train de se renvoyer la balle, etc. Donc ça n'a pas été simple. Mais heureusement qu'il y a eu le poids, alors le poids vraiment très très fort des papetiers de l'époque, hein, qui ont dit bon. Et puis, il y a quelqu'un de chez Ménil ici? Tu m'excuseras, ah oui, je l'avais vu, ouais. J'ai un tout petit peu de peine, parce qu'il y a eu une bagarre entre Docel et Chéménil pour savoir où serait la gare. Mais il y a eu un jugement de Salomon qui a été très bien, c'est que pardon? Oui. Il mangeait à Chéménil et il dormait à Docel. La gare est coupée en deux, moitié à moitié. Pardon? C'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc tu vois, il y avait quand même un bon équilibre à l'époque. En 1857 aussi, il y a eu aussi des études pour le cimetière. Hein. Le cimetière, il fallait bien, parce que vous savez, il arrivait un moment où vous voyez, la place, il n'y a pas grand-chose là-bas. Hein. Donc il fallait le changer de place. Et ça a commencé en 1857. Il était effectif en 1874. Oui. Bon, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il y a eu des monuments qui ont disparu pendant le transfert, parce qu'il y avait des très très beaux monuments, de toute beauté. Ils ont disparu. Bon, le monument des curés. Oui. Et puis, je pense que l'église et le cimetière étaient plus vers le Barbac qu'aujourd'hui. Parce que quand on a mis l'eau dans les années 58, malheureusement, quand on a creusé, on a retrouvé encore des squelettes. C'est-à-dire que tout n'avait pas été ramené là où il est maintenant. Voilà, les écoles. Hein, les écoles. Alors avant, en 1857, on a fait l'asile. L'asile, ça existe toujours, le bâtiment. Simplement à l'époque, si vous voulez, c'est près de la boulangerie là-bas. Simplement à l'époque, les escaliers étaient devant. Hein. Mais ce qu'il y avait dedans aussi, si vous allez voir maintenant, parce que ils ont coupé un peu d'arbres devant, il y a la prison. Il y a la prison. Parce qu'il fallait bien avoir un endroit où le garde champêtre de l'époque pouvait. Il y avait des trimardeurs, il y avait des gens de passage, etc. Qui ne répondaient pas à la loi et tout, donc on les mettait là en attendant. Il n'y a qu'une question que je me suis posée, moi, c'est que je me dis, parce que c'était la gendarmerie, la maréchaussée de l'époque de Bruyères qui venait les chercher. Alors je me dis, est-ce qu'ils étaient Bon, ils venaient à cheval, c'est sûr, mais comment ils remontaient, les délinquants, j'en sais rien. Après, quand il y a eu le train, c'était plus facile. Et puis, il y a eu des écoles, donc en 1884. On va faire une petite insert sur les écoles, parce que, à l'époque, les écoles, c'était quand même quelque chose où on apprenait la vie et tout. Moi, j'ai des souvenirs, je crois qu'on est quelques-uns à les partager. Les souvenirs, c'est que on allait au Brimbel à l'époque. On allait au Brimbel en juillet. Et on remplissait des seaux entiers. Alors imaginez aujourd'hui une institutrice qui veut amener des enfants cueillir des brimbelles pendant l'école. Essayez d'imaginer. Bon, on a la même approche. Alors à l'époque, on montait tous, en colonne, on montait là-haut, au-dessus, on passait devant chez Montbély, et on chantait au Brimbel pour la mère Michel. Alors j'ai jamais su qui c'était la mère Michel. Henri. C'était ma tante. Ah, c'était ta tante, pardon. Si tu veux pas ma tante, pas rien aussi, mais c'était la tante de Mimi. Ah bon, d'accord, oui. Bon, ben voilà, voilà. Et alors on allait au Brimbel, alors pour la mère Michel, et au Bleuy pour la mère Montbély. Pour la mère Montbély. Bon. Au Brimbel pour la mère Michel, au Bleuy pour la mère Montbély. C'est ça, voilà. Vous voyez, en même temps, vous avez de la chanson. Et alors, c'était aussi... alors, à quoi ça servait? Ça servait à faire de très, très beaux voyages. On est parti quand même 2 jours ou 3 jours, on est parti à Chamonix. On était accueillis à Chamonix.
Je vois encore avec mes yeux d'enfant de l'époque la mer de glace. Vous vous rendez compte, pour des gamins de 10 ans dans les années 55-56, voir la mer de glace. C'était ce qu'on avait dans un bouquin de géographie. D'un coup, on voyait les Alpes, on était dedans. Hein. Et ceux d'après, ils sont allés en Belgique, hein, vous me disiez hier. Hein, et ils sont allés voir comment ça s'appelait déjà, c'est vous qui me l'avez dit. Non, machin, là, le truc. Comment? L'atomium, voilà. Donc ils sont allés là-bas aussi. Donc vous voyez un peu, je le dis toujours parce que quand on voit la liberté qu'il y avait, hein, c'était vraiment formidable, quoi. C'était formidable. Hein. Maintenant, c'est un peu terminé. On avait droit à l'Alsace, on allait à Colmar. Oui, mais il y avait quand même le voyage de fin d'année. Oui, en 46, ça a commencé à 46. Oui. Mais on payait, c'était la même pour